Merci beaucoup, Pierre-Olivier, pour cette très généreuse introduction. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais d'abord remercier Isabelle Richard et Pierre-Olivier Dolino de leur invitation et vous dire combien il est, difficile pour moi d'intervenir après ce moment de prière, de méditation qui nous a été proposé autour de la question des existences déchirées et des vies apaisées. J'ai été très touché, monsieur le pasteur, par votre intervention et je me suis demandé si au fond mon intervention sur les questions des rapports qu'entretiennent pauvreté et démocratie ne serait pas un petit peu un contre-climax, comme on dit, puisque je ne vais pas pouvoir poursuivre dans cette même direction spirituelle par laquelle nous avons introduit cette soirée. Et puis au fond, je me dis non, il n'y a pas de contradiction là, parce que je crois profondément que la militance, l'engagement au service des autres, au service d'une société conviviale, solidaire, qui ne laisse personne de côté, eh bien, a tout à gagner à ce que l'on introduise dans nos vies une dimension spirituelle plus forte. Je vois cela comme non pas deux manières différentes de se positionner dans la société, mais au contraire comme une très forte complémentarité. Et donc je voulais vous remercier de cette introduction que vous nous avez donnée. Alors, le thème de ce soir est un thème qui n'est pas facile à aborder. Il est un peu anxiogène, il est aussi un peu complexe. Il m'a été suggéré, cependant, je dois tout de suite me défausser sur elle et lui par Isabelle Richard et Pierre-Olivier Dolino. C'est celui du rapport entre la montée de la pauvreté et des inégalités d'une part et la montée de formations politiques qui divisent, qui clivent, notamment à l'extrême droite de l'échiquier politique d'autre part. C'est effectivement le thème que j'ai travaillé dans un rapport que j'ai remis aux Nations Unies. Ce n'est pas le dernier est en fait paru il y a quelques semaines de cela. Mais c'est un rapport qui portait exactement sur cette question. Et j'ai voulu partir de cette hypothèse que lançait le président Franklin Delano Roosevelt lors du discours qu'il a prononcé en janvier 1944. Vous savez que Franklin Delano Roosevelt, comme tous les présidents des États-Unis, une fois par an faisait un discours sur l'état de l'Union. Et en général, ce discours se fait devant le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat qui s'est réunis. C'est un moment très solennel. Mais cette occasion a été un peu particulière parce que Franklin Delano Roosevelt avait une grippe. Il n'a pas pu aller devant les chambres prononcer son message. Et donc, il a fait son message à distance devant ses micros. Ça passait à la radio et il était déjà malade, il va décéder d'ailleurs en avril 1945, il était déjà épuisé. Et dans ce discours, Franklin Delano Roosevelt dit au fond, la Constitution américaine devrait se renforcer de droits économiques et sociaux. Il faut un second catalogue de droits qui garantissent le droit à l'alimentation, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à la sécurité sociale, au travail. Pourquoi ? Parce que, nous dit Roosevelt, c'est la pauvreté qui fait la tentation autoritaire. Et ce que dit Franklin Delano Roosevelt, c'est que la montée des nazis en Allemagne, le fascisme en Italie, le totalitarisme en général, bien qu'on n'utilise pas encore à cette époque cette expression, a sa source dans l'anxiété économique, la crainte de l'avenir, la pauvreté. People who are hungry and out of a job are the stuff of which dictatorships are made. Et donc l'hypothèse de Roosevelt est une hypothèse que beaucoup à l'époque partagent, c'est que la pauvreté est ce qui explique la montée de la tentation autoritaire. Je voudrais cependant nuancer un petit peu ce message. Regardons de plus près comment les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne. Le parti national-socialiste avait progressivement augmenté son audience en Allemagne à partir du début des années 30. Ce sont les scores ici, les carrés rouges du parti nazi, très faibles à la fin des années 20,
et puis montant en importance jusqu'à un sommet que les nazis atteignent en juillet 1932, où ils ont 37% des voix. Et puis viennent les élections de novembre 1932, et là, le score du parti nazi baisse. Il passe de 37% à 33%, et c'est à ce moment-là, un moment où le parti nazi s'affaiblit, que le président Hindenburg, avec la complicité, le soutien du ministre von Papen, vont décider d'inviter Adolf Hitler à prendre la chancellerie, la direction de l'Allemagne, dans la conviction où sont von Papen et Hindenburg que Hitler va très vite pouvoir être contrôlé et que le parti nazi va s'affaisser. Au moment, je le répète, où le parti nazi venait de perdre un peu de son audience électorale aux élections de novembre 1932. Mais vous savez ce qui se passe, Hitler prend le pouvoir, il arrive à la chancellerie le 30 janvier 1933, un mois plus tard, c'est l'incendie du Reichstag, dont on n'a jamais vraiment pu démontrer l'origine, mais qui est attribué aux communistes, et du coup les nazis, sous prétexte de protéger le pays, suspendent les libertés publiques, occupent l'entièreté du pouvoir, et finalement imposent un régime du parti unique. Il y a des élections en mars 1933 où ils obtiennent 44% des voix pratiquement, et puis après ce sera un régime devenu totalitaire. Et voilà, si vous voulez, au fil des élections, la croissance des voix du parti nazi, en rouge ici, ils ont cru progressivement jusqu'à finalement monopoliser le pouvoir à partir de 1933. Et ce qui est évidemment frappant pour nous, c'est que cette montée du nazisme, elle résulte en réalité d'un rétrécissement du centre de l'échiquier politique, puisque face aux nazis, il y a surtout une montée du parti communiste, qui est ici en bleu, et donc on a une polarisation de la vie politique très forte en Allemagne, un sentiment de crise à laquelle les nazis vont proposer d'apporter une réponse sous prétexte d'apaiser le pays et de mettre fin à cette polarisation du pays. Est-ce que ce sont les personnes les plus pauvres qui ont voté pour les nazis? Non. En fait, les personnes en pauvreté votaient pour le Parti communiste ou bien s'abstenaient. Le soutien des nazis venait surtout d'une petite classe moyenne fragilisée, qui avait peur de perdre ses privilèges, qui craignait l'instabilité économique résultant de la menace communiste, et c'est ceux-là qui ont été les principaux soutiens du nazisme. C'est ce que raconte l'historien de la Sorbonne, Johann Chapoutot, dans un livre intitulé « Les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir ». Vous avez ici une gravure d'époque où Hitler est porté par le président Hindenburg et le vice-chancelier von Papen. Et c'est cela sur quoi nous alerte aujourd'hui Johann Chapoutot, c'est le risque que la France soit en train de vivre la même séquence. Rétrécissement du centre, montée des extrêmes, entretien par les partis les plus extrémistes d'un climat très clivant, très polarisant, tout l'inverse de cette vie apaisée à laquelle nous avons été invités à réfléchir il y a un instant. C'est ça sur quoi portait mon rapport de juillet 2025. Et dans ce rapport, j'essaye de nuancer le message de Roosevelt qu'il annonce en 1944. Et j'essaye de montrer en réalité que la montée de la droite radicale populiste, la montée de l'extrême droite, n'ayons pas peur des mots, a sa source dans 3 évolutions. La première, c'est la croissance des inégalités. Vous voyez par exemple l'évolution en Allemagne. Je ne sais pas si au fond de cette salle que mettent à notre disposition, je les en remercie, l'association des étudiants protestants de Paris, vous voyez ce graphique, mais en réalité vous avez ici entre 2006 et aujourd'hui, juin 2026, l'évolution des scores des principaux partis politiques en Allemagne ou de ce que les sondages leur prêtent dans les intentions de vote. Et voyez, la montée, je vais quitter le micro un instant, je vais parler plus fort, la montée de Alternative für Deutschland, qui aujourd'hui se situe
à 28% des intentions de vote, au-dessus des conservateurs chrétiens-démocrates de la CDU-CSU, très au-dessus des sociodémocrates, et la croissance d'Alternative für Deutschland, eh bien, elle date de la grande crise financière des années 2010-2012 et de la crainte que beaucoup d'Allemands ont éprouvée par rapport à l'insécurité économique. Et quand on regarde l'évolution des inégalités en Allemagne, voilà ce qu'on constate. On constate que les revenus des 10% les plus riches, qui avaient baissé avec l'État-providence jusque dans les années 80, a commencé à augmenter, alors qu'ici vous avez les revenus des 50% les plus pauvres qui, vous le voyez, ont baissé depuis la même époque. Vous avez donc une ligne rouge, ce sont les revenus des 10% les plus riches, et une ligne bleue, les revenus des 50% les plus pauvres. Et l'écart a augmenté depuis 40 ans. Et ce qui est frappant, évidemment, c'est que cette augmentation de l'écart entre les riches et les pauvres, elle est insensible aux alternances politiques. Le chancelier allemand socialiste, social-démocrate, Gerhard Schröder, a occupé la chancellerie entre 1998 et 2005. Il a introduit des réformes qui, en fait, flexibilisaient le marché du travail et stimulaient la croissance en Allemagne. Mais vous voyez que pendant cette période, 1998-2005, en fait, les inégalités ont augmenté et elles ont continué d'augmenter par la suite. Voyez maintenant la situation en Angleterre, au Royaume-Uni. Ici, on a un parti, Reform UK, dirigé par Nigel Farage, qui est violemment anti-immigration, qui aujourd'hui est en tête des sondages. Le parti Reform UK a 26% des sondages dans les intentions de vote, au-dessus des conservateurs, au-dessus du Labour Party, dont les travaillistes, dont le score a très fortement chuté depuis que Keir Starmer occupe la fonction de Premier ministre au Royaume-Uni. Et l'augmentation des votes en faveur de Reform UK, parti en fait issu du parti dit UKIP, United Kingdom Independence Party, qui était pro-Brexit, eh bien, a augmenté de manière très très spectaculaire depuis 4 ou 5 ans. En fait, depuis 1 an, le parti Reform UK est en tête des sondages. Regardons maintenant l'évolution des inégalités au Royaume-Uni. De nouveau, on constate que depuis les années 80, les revenus des 10% les plus riches, en rouge, ont augmenté, alors même que les revenus des 50% les plus pauvres ont diminué. On a mis fin, au fond, à un resserrement des écarts qui avait caractérisé toute la période de la construction de l'État-providence jusqu'à la fin des années 70. En 1997, quand Tony Blair, travailliste du New Labour, devient Premier ministre, on a la situation que vous avez ici, des écarts qui avaient augmenté nettement sous Margaret Thatcher. Est-ce que Tony Blair a résorbé les écarts? Eh bien, pas du tout. Après Tony Blair, lui a succédé Gordon Brown, lui aussi social-démocrate. Mais en 2010, quand Gordon Brown cède le pouvoir finalement aux conservateurs, eh bien, les écarts de richesse n'ont fait qu'augmenter. Et le léger resserrement que vous voyez ici sur le graphique en 2009-2010 tient simplement à la grande crise financière qui a fait chuter la valeur des actifs financiers et immobiliers qui étaient détenus par les plus riches. Mais ensuite, on est reparti vers une augmentation des inégalités. J'en viens maintenant à la France. En France, le Rassemblement national, dans les intentions de vote des Français et des Françaises, obtient 34%. Plus d'un Français sur 3, plus d'une Française sur 3 s'apprête à voter Rassemblement national. Ce graphique est un peu curieux parce qu'il prend le nouveau Front populaire comme s'il s'agissait d'un parti politique intégré, alors qu'en fait il y a des écarts importants, évidemment, entre la France insoumise, les socialistes et
d'autres composantes de ce bloc de gauche. Mais l'enseignement essentiel, c'est que depuis des années, et depuis 20 ans en particulier, l'ex-Front National n'a cessé de monter dans les intentions de vote. Regardons maintenant l'évolution des inégalités en France. Lorsque François Mitterrand est élu Premier ministre pour la première fois président socialiste en France, eh bien, les écarts de revenus entre les 10% les plus riches et les 50% les plus pauvres étaient en train de se résorber de manière assez spectaculaire. Et en 1981, ils commencent à augmenter. Paradoxalement, puisqu'on vient d'élire pour 2 septennats successifs, d'ailleurs, un président socialiste pour la première fois dans l'histoire de la France. Ceci n'a rien changé. Les écarts de revenus, en fait, ont augmenté depuis 40 ans en France, et ceci en dépit de ce que des gouvernements, parfois de gauche, aient conduit aux destinées du pays. Alors, pourquoi est-ce que ceci mérite d'être mis en rapport? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce lien entre la montée de l'extrême droite, Reform UK, Alternative für Deutschland en Allemagne, Rassemblement national ou Front national en France, et la montée des inégalités? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, et le rapport que j'ai remis à l'ONU essaye de le détailler mieux que je ne pourrais le faire ce soir devant vous. La première raison de ce lien, c'est que plus on voit augmenter les inégalités, et moins il y a un engagement civique dans le chef de la population. En fait, on a des études, par exemple celle-ci, qui date de 2011 et qui porte sur 24 pays européens, qui montrent que la participation civique, qui est sur l'échelle verticale ici, est plus forte dans les pays où les inégalités à gauche sont les plus faibles. Quand les inégalités augmentent, on se déplace vers la droite de ce graphique, eh bien, l'engagement civique diminue. Au fond, ceci ne devrait pas nous étonner. Plus on est dans une société inégalitaire, plus c'est le règne du chacun pour soi, moins on se sent membre de la communauté et soucieux d'y investir de son temps, de son énergie, et moins, par conséquent, on va participer au monde associatif, manifester dans les rues et consacrer son temps bénévole à des associations philanthropiques. Première explication de ce lien entre la montée de la droite radicale qui prône le chacun pour soi, l'égoïsme et le repli communautaire d'une part, et la montée des inégalités socio-économiques d'autre part. Deuxièmement, à mesure que les inégalités augmentent, les personnes qui sont plus en bas de l'échelle sociale, qui sont fragilisées par ces évolutions au niveau économique, se sentent représentées par les élites politiques. Dans quelques semaines, en fait début septembre, nous allons publier, un ami dessinateur et moi-même, une bande dessinée qui a pour titre « La fabrique de la pauvreté ». Je vous invite tous à noter la date du 9 septembre prochain où ça va paraître en librairie. Et le dernier chapitre de cette bande dessinée met en scène une politique qui s'appelle Melissa Mondani et qui va parler aux jeunes des banlieues en disant il faut démocratiser la politique. En fait, au début, elle parle à ces 3 jeunes en capuche, mais à la fin de la BD, il y a beaucoup de gens qui viennent écouter lors des grands meetings qu'elle organise son message. Et elle dit il faut démocratiser la politique, Melissa, parce que les études dont nous disposons montrent un phénomène inquiétant et qui va s'aggravant, c'est que le monde politique est de moins en moins le reflet de la réalité sociologique du pays. Le collectif Démocratiser la politique, que dirigent ces chercheurs et chercheuses Kevin Vacher, Taoufik Valipuram et Tara Dickman, montre que les classes populaires, qui sont 32% de la population dans leur classification, ne sont que 4% parmi les élus à l'Assemblée nationale. À l'inverse, les classes supérieures, les bac plus 5 ou plus 6, qui ont les plus hauts revenus et qui ne sont que 14% de la population générale, sont pratiquement 3/4, 2/3 des élus à l'Assemblée nationale. Et en fait, les choses sont encore plus graves
au niveau du Parlement européen. Ceci est dans la bande dessinée, la représentation que nous donnons de cette espèce d'escalier du pouvoir où on voit l'écart de représentation de certains groupes de la population parmi les élus de l'Assemblée nationale, mais au niveau européen, c'est encore plus impressionnant. Aux élections européennes de juin 2024, 87% des députés élus en France sont issus des classes supérieures. Les classes supérieures sont 55 fois mieux représentées au Parlement européen que ne le sont les classes populaires. D'où les propositions comme celles qui viennent de Julia Cagé, qui enseigne à Sciences Po, pour une parité sociale, exactement comme une parité de genre, avec, vous savez, des listes électorales qui doivent comprendre un nombre équivalent de femmes et d'hommes. Et elle fait remarquer, à juste titre, nous la mettons en scène dans cette bande dessinée, avec la parité sociale, nous lui faisons dire ceci, mais c'est conforme à ce qu'elle écrit, avec la parité sociale, on peut s'attendre à davantage de justice sociale, de redistribution, de services publics. La qualité du débat démocratique serait aussi améliorée par la diversité des points de vue. Donc, deuxième problème lié à cette montée des inégalités, c'est que les élites politiques seront ou sont moins représentatives. Le troisième problème, c'est la capture de la politique. À mesure que les inégalités augmentent, on voit émerger des personnalités qui vont pouvoir utiliser leur force de frappe financière, leur poids économique, pour, au fond, influencer la décision politique. C'est ce qu'on appelle le cycle des Medici. L'expression est d'un économiste de l'université de Chicago qui s'appelle Luigi Zingales. Dans le cycle de Medici, l'argent que l'on a grâce à la position de rente qu'on a dans l'économie sert à influencer la décision politique de manière à renforcer encore sa position de rente et à faire encore plus d'argent. Et nous mettons en scène, Juan Mendes, ce dessinateur et moi-même, Elon Musk, qui est ici, et un président que vous aurez reconnu. Et si vous pensez que ceci est le fruit d'une imagination légèrement paranoïaque, eh bien, cette vignette de la bande dessinée est en fait inspirée d'un épisode où Donald Trump mettait en scène cette Tesla rouge magnifique devant Elon Musk qui a toutes les apparences visuelles d'un fasciste. Quatrième impact de la montée des inégalités, c'est que la décision politique est de moins en moins bien informée de la réalité des attentes, notamment des personnes qui vivent dans la précarité. Et ça rejoint évidemment cette idée de la non-représentativité des élites politiques. Cela rejoint l'idée de cette capture du politique par les dominants dans le monde économique. Et cela rejoint cette crainte que j'ai, que beaucoup ont, qu'à mesure que les inégalités augmentent, on ait moins d'engagement civique de la part de la population. Voyons ce que disent par exemple les travaux de Martin Gilens et Benjamin Page, qui sont des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur cette question. Ils ont tenté aux États-Unis d'examiner pour 1779 dossiers comment les représentants élus au Congrès américain votaient. Est-ce qu'ils votent en fonction des attentes de l'électorat, de la population, ou bien est-ce qu'ils votent en fonction des attentes des élites économiques? Et ils ont étudié, ça leur a demandé beaucoup d'énergie, de temps, 1779 questions qui étaient posées aux parlementaires, et voilà ce qui résulte de leur étude. D'abord, s'agissant de la prise en compte des attentes des citoyens, des hommes et femmes ordinaires. À gauche, des mesures qui ont un très faible soutien de la part de la population, 0 à 10%, 20%. À droite, des mesures qui ont un très fort soutien dans le chef de la population. Et quel est le résultat du vote, des choix des parlementaires? Eh bien, en fait, la probabilité que des mesures soient adoptées est la même qu'il y ait un très faible soutien ou qu'il y ait un très fort soutien de la part de la population. L'encéphalogramme du politique est plat. Les mêmes dossiers, 1779 dossiers,
examinées cette fois à l'aune des attentes qu'expriment les grands acteurs économiques, les grandes firmes, la Chambre du commerce, etc., donnent ceci. Si très peu d'acteurs économiques s'engagent en faveur de telle ou telle mesure ou s'y opposent, il y a très peu de chances que la mesure soit adoptée. Si par contre, une très grande partie des élites économiques est en faveur de telle ou telle mesure, eh bien, les chances qu'elle se trouve adoptée sont nettement plus importantes. Et donc on a, si vous voulez, cette menace que les inégalités font peser sur la prise de décision démocratique, la prise en compte des attentes des plus défavorisés, la capture des élites politiques par les élites économiques et la très malsaine perte d'indépendance de la délibération politique. Alors, dans le rapport auquel Pierre-Olivier Dolino a généreusement fait référence, j'essaye d'examiner à travers les études que j'ai pu consulter comment cette montée de la droite radicale, populiste, de l'extrême droite, est aussi le résultat d'un sentiment croissant de fragilisation de nos existences, et notamment de la vie des plus précaires, des personnes qui se sentent menacées de déclassement social, parce que c'est d'elles dont il s'agit, plus que des personnes en extrême pauvreté. En fait, ce que je montre dans le rapport, c'est que quand on est en train de chuter par rapport à d'autres dans la même société, quand on craint le déclassement social, on est insatisfait dans sa vie, on perd confiance dans les élites, on perd confiance en l'avenir, et on est perméable à un discours qui est un discours clivant, qui voit les immigrants, qui voit les mauvais pauvres, qui voit les assistés, les cassos, comme j'entends encore dire en France, comme des concurrents pour l'attention des politiques et pour l'accès à la protection sociale. Quand sa situation se trouve fragilisée, quand la protection sociale elle-même est remise en cause, et on a en France vu, malheureusement au cours des années récentes, une contractualisation toujours plus grande de l'aide sociale. Pensez à l'introduction des heures d'activité obligatoires dans le régime du revenu de solidarité active, par exemple. On a une conditionnalisation de plus en plus grande des allocations de chômage, où il faut prouver sa recherche active d'emploi pour pouvoir bénéficier d'allocations de chômage. On fragilise donc les allocataires sociaux, on fragilise les chômeurs et les chômeuses, et du coup, celles-là, se sentent victimes d'un mépris de la part des élites et sont vulnérables à ce discours de l'extrême droite. Et ils et elles perdent confiance en l'avenir, n'ont pas le sentiment qu'en cas d'accident dans leur vie, ils vont être soutenus par l'État. Il y a des études qui montrent cela très bien pour votre pays, la France. Par exemple, je pense à un livre de Robert Castel, décédé en 2023, mais auquel on peut rendre hommage, et qui a publié L'insécurité sociale en 2020 ou 2021, et plus récemment, Sacha Lévy-Bruhl, qui a publié un livre qui s'appelle Le grand renversement de l'État social, dans lequel il démontre, comme Robert Castel l'avait fait avant lui, que de plus en plus, la sécurité sociale en France n'offre plus de garanties inconditionnelles, introduit des principes méritocratiques dans la protection sociale et subordonne l'accès à la protection à la preuve qu'on est un bon pauvre, entre guillemets, un pauvre méritant, quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un qui vient au rendez-vous, qui cherche à se reclasser, bref, qui joue le jeu de cette discipline des comportements. Et je crois que, malheureusement, c'est cela aussi qui fait qu'on a moins confiance en l'État et qu'on est, dès lors, une proie facile pour les démagogues qui disent « nous allons vous protéger, nous sommes là pour vous et nous sommes là parce que vous n'êtes pas entendus des élites qui sont à l'Élysée ou à Matignon ». Et en effet, cette contractualisation de l'aide sociale et cette conditionnalisation de la sécurité sociale est
comment dire, un carburant pour l'extrême droite qui peut monter les gens les uns contre les autres. Moi, j'entends tout le temps des politiques en France qui disent « il n'y a pas assez d'argent pour aider les personnes en pauvreté, il n'y a pas assez d'argent pour aider les chômeurs et les chômeuses ». Et c'est créer l'impression qu'en fait, il y a trop peu dans la caisse, que ce qui va aux uns est retiré aux autres, que nous serions des concurrents les uns des autres, au lieu d'insister, comme il le faudrait, sur une société plus apaisée et plus réconciliée avec elle-même. Le deuxième point que j'essaye d'amener dans mon rapport, c'est que la montée de l'extrême droite a une dimension géographique importante. Et pour le montrer, je vais d'abord vous montrer une carte de l'Allemagne. Vous reconnaissez Berlin, ici, l'ancienne Allemagne de l'Est, et ici, évidemment, l'Allemagne ex-République fédérale d'Allemagne, Allemagne de l'Ouest, et le vote Alternative für Deutschland se situe en bleu sur ces cartes. Alors que en gris plus ou moins foncé, c'est le vote CSU-CDU. En rouge, le vote social-démocrate. Il y a quelques taches de vert, ce sont les écologistes évidemment. Et vous voyez que le vote Alternative für Deutschland est particulièrement important dans l'ex-Allemagne de l'Est, des zones désindustrialisées, des zones où le chômage est plus élevé, où au fond l'État n'a pas créé d'opportunités économiques pour la population, et donc dans des États, dans des laines comme la Saxe ou la Thuringe, le vote d'extrême droite prospère. Voyons maintenant la carte de la France, aux élections européennes de juin ou législatives en fait de 2024. Vous avez ici une carte du vote Front National, particulièrement élevé dans les Hauts-de-France, dans toute la zone désindustrialisée comme l'est une grande partie de la Wallonie en Belgique, que je connais un peu mieux, et puis des électeurs et des électrices dans le Sud qui se sentent menacés par les évolutions que la France connaît autour d'eux et qui ont un vote, plus encore que dans le Nord, raciste, plutôt que motivé par des craintes pour l'avenir économique. Par contraste, ceci c'est le vote de la République en marche, de Renaissance. C'est un vote concentré dans les grandes villes. C'est un vote qui notamment attire des personnes de la classe moyenne favorisée et des personnes les plus diplômées. Les deux cartes, en réalité, se recoupent assez bien. Il y a donc une dimension géographique importante dans le vote d'extrême droite. Et la littérature nous propose toute une série d'études autour de ce type de vote. Par exemple, l'ouvrage de Didier Héribon, Retour à Reims, où ce sociologue qui est sorti de son milieu très pauvre à Reims, et puis va rendre visite ensuite à ses proches à Reims après avoir réussi sa carrière de sociologue à Paris, eh bien, décrit comment il a vu les personnes qui jadis votaient pour le parti, c'est-à-dire le Parti communiste, vont voter ensuite pour le Front National, aujourd'hui pour le Rassemblement National, parce qu'après tout, on a tout essayé, pourquoi pas eux, ça ne peut pas être aussi mal qu'on le dit. Et on a plus récemment un livre de Benoît Coquart qui a pour titre « Ceux qui restent », faire sa vie dans les campagnes en déclin, qui décrit comment, dans les zones défavorisées, que les services publics ne touchent plus, où on n'investit plus, où on se sent coupé du monde des élites, eh bien, on va voter à l'extrême droite. Et on a des ouvrages qui, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, aboutissent au même constat. Troisième chose que j'essaye de montrer dans ce rapport, c'est que l'affaiblissement des liens sociaux est aussi à la racine de la montée de l'extrême droite. Ceci n'est pas une thèse nouvelle. Quand on lit le livre que Hannah Arendt a publié en 1951, Les origines du totalitarisme, elle étudie la montée du nazisme et elle identifie notamment comme un des facteurs qui peut expliquer la montée du nazisme la recherche par des individus désaffiliés d'un groupe auquel appartenir, j'allais dire d'une tribu.
on veut se rassurer en rejoignant une communauté chaude et en militant avec d'autres pour échapper à son sentiment d'isolement. Et je dois dire que ces thèses de Hannah Arendt, que au fond le vote en faveur de solutions autoritaires est un vote de désespérance sociale, est une lecture tout à fait tentante et a des échos avec notre situation aujourd'hui. Vous connaissez peut-être ce sociologue de l'université de Harvard qui s'appelle Robert Putnam. Il publie en 2000 un ouvrage important, très influent, qui s'appelle Bowling Alone, sous-titré The Collapse and Revival of American Community. Et Robert Putnam, dans ce livre, montre comment, depuis les années 80, on se trouve de plus en plus seul aux États-Unis. On milite moins dans les associations, on va moins manifester, on va consacrer moins de son temps à des organisations philanthropiques, on va inviter moins souvent les voisins chez soi, on vit dans le repli de sa vie privée. Pourquoi ? Putnam essaye d'expliquer les motifs. Il y a le poids du travail, il y a le fait qu'on est plus solidaire du territoire qu'on habite parce qu'on travaille loin et que les enfants ont une école encore éloignée, qu'on va faire ses courses ailleurs, etc. Bref, on vit des existences dispersées sur des larges aires géographiques, donc on est moins solidaire de la communauté qui vous entoure. Troisièmement, je rappelle que Putnam écrit en 2000 on consacre de plus en plus de temps aux écrans, à la télévision, aux réseaux sociaux. Il calcule que que chaque fois qu'on a 1 heure de télévision en plus par jour ou d'écran par jour, on a 10% de moins de temps à consacrer aux activités bénévoles et associatives. Et on peut lire autant du temps qu'on passe dans la circulation routière, etc. Et puis, on a finalement, et c'est le dernier facteur explicatif que Putnam met en avant, c'est le fait que la génération qui est arrivée à l'âge adulte au cours des années 80, c'est la mienne, est une génération qui a été déçue de l'absence de résultats de la militance des années 1960-1970. Pourquoi s'engager politiquement ? Pourquoi s'engager dans les syndicats, dans les associations, si au fond, la société de consommation récupère tous ces combats, comme on l'a vu dans les années 70 ? Mais le sentiment de Putnam, qu'il démontre, c'est que les gens se sentent de plus en plus seuls, sont de plus en plus isolés, subissent ce qu'il appelle une privatisation des existences. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on a cet économiste magnifique, Angus Deaton, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la santé publique, qui, avec Anne Case, a publié en 2020 un ouvrage qui s'appelle « Mort de désespoir », sous-titré « Et l'avenir du capitalisme ». Et ce qui a intéressé Anne Case et Angus Deaton, c'est une chose tout à fait étonnante. Pour la première fois dans l'histoire de la civilisation, l'espérance de vie d'un groupe de la population a chuté. Hors période de guerre ou d'épidémie, on n'avait jamais vu ça. Mais voilà ce qui les intéresse. Depuis 2000, vous voyez les courbes, depuis 2000, les blancs américains, c'est ça que désigne USW, US Whites. Les blancs américains ont vu leur espérance de vie chuter. À l'âge de 30 ans, à l'âge de 50 ans, alors que dans les autres pays de l'OCDE, et vous pouvez deviner les pays dont il s'agit, la Suède, l'Allemagne, le Canada, la France, l'Australie, le Royaume-Uni, l'espérance de vie a continué d'augmenter grâce au progrès de la médecine, grâce à une meilleure alimentation, grâce à la protection contre les polluants dangereux, etc. Aux États-Unis, on a vu l'espérance de vie chuter, la mortalité augmenter. Et cohorte après cohorte, ceci s'est aggravé, notamment, c'est ce que montrent Anne Case et Angus Deaton, en raison de l'abus d'alcool, de l'abus de drogue, du suicide, qui affecte de plus en plus les Blancs américains, génération après génération. Voyez la progression des personnes affectées par l'alcoolisme, des personnes affectées par le suicide et des personnes qui abusent des drogues. Et ce qui est intéressant dans ces graphiques qui retiennent l'attention de Anne Case et de Angus Deaton, c'est que ces graphiques distinguent en fonction du niveau d'éducation. Les lignes rouges les plus inquiétantes
sont celles de personnes qui n'ont pas de diplôme universitaire. Alors que les personnes qui ont été un peu à l'université mais n'ont pas eu de diplôme, c'est la ligne verte, et les personnes qui ont un diplôme universitaire, ce sont les lignes bleues. En d'autres mots, qui se suicide, qui devient alcoolique, qui prend trop de drogue et qui finalement a des comportements autodestructeurs, ce sont les Américains blancs, relativement faiblement qualifiés, insécurisés économiquement, que menacent la robotisation, l'automatisation des tâches, aujourd'hui l'intelligence artificielle et évidemment la mondialisation. Et ce groupe de la population aux États-Unis voit son espérance de vie chuter parce que leur comportement est autodestructeur, ils se sentent au fond redondants, ils se sentent abandonnés, ils se sentent méprisés. Ils sont les perdants d'une société qui a misé sa croissance sur la mondialisation et sur des technologies qui en fait aliènent et menacent les emplois. Vous connaissez peut-être cette figure, elle a été célèbre à un moment donné parce qu'elle a été assassinée en mai 2026. C'est une députée travailliste qui était en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc elle était contre le Brexit, elle s'appelle Jo Cox. Et Jo Cox dirigeait, à l'époque où elle a été assassinée par un militant d'extrême droite, une commission parlementaire au Royaume-Uni qui travaillait sur la solitude au Royaume-Uni. Elle s'est appelée, cette commission, la Jo Cox Commission, après l'assassinat de Jo Cox. Et en mai 2018, cette commission parlementaire a remis un rapport au gouvernement britannique, A Connected Society, A Strategy for Tackling Loneliness, la solitude, l'absence de liens sociaux, le sentiment qu'on n'a personne à qui parler en temps de crise, a des impacts sur la santé aussi graves que l'abus de tabac, d'alcool ou de drogue. C'est ce que cette commission montre. Et d'ailleurs, Theresa May, qui était à l'époque première ministre du Royaume-Uni quand ce rapport a été présenté par le Parlement britannique, a mis sur pied un ministère de la solitude pour la première fois dans l'histoire britannique. Donc, si vous voulez, tout ça conforte un tout petit peu ce que nous disait Hannah Arendt. Après tout, est-ce qu'on n'est pas dans une société où les gens se sentent de plus en plus seuls, se sentent de plus en plus isolés dans leur vie privée, ont de moins en moins de gens avec qui parler? Est-ce que ce n'est pas cela qui explique la montée de l'extrême droite? Dans le rapport que j'ai remis à l'ONU, j'essaye de tester cette hypothèse. Et c'est vrai qu'il y a des études qui vont dans ce sens. Par exemple, ce magnifique travail de Diane Bollet, qui était à la London School of Economics, qui est maintenant à Sciences Po Paris, montre que dans les villages en Angleterre, où les pubs, les cafés ont été fermés, le parti d'extrême droite de Nigel Farage, UKIP, aujourd'hui Reform UK, a vu monter ses voix. Les gens ne se voient plus au café, ils votent alors en protestation pour un parti anti-immigré, anti-européen, et qui est un parti qui, au fond, diffuse la haine. D'un autre côté, j'ai été frappé par l'étude de Stefan Schütze de l'université de Bielefeld, qui nous dit, attention, les gens qui votent en Allemagne pour l'extrême droite, Alternative für Deutschland, ce sont non pas des gens désaffiliés, ce sont au contraire, nous dit Stefan Schulz, à partir de l'étude des élections législatives en Allemagne en 2017, ce sont des gens qui sont dans des clubs, ce sont des gens qui sont dans des associations, mais qui se liguent les uns avec les autres contre les élites. Et au fond, les associations en Allemagne de l'Est recrutent pour favoriser ce sentiment, ou plutôt cette expression de protestation, pour entretenir ce sentiment d'être délaissé pour compte. Et donc, ce n'est pas la désaffiliation le problème. Le problème, c'est une affiliation entre personnes qui pensent pareil et qui se ressemblent. Et je relève que dans son travail que j'ai déjà évoqué, sur le capital social, sur les liens sociaux, Robert Putnam distingue deux types de capital social. Le capital social, c'est le ciment qui nous permet de faire société. C'est ce qui nous unit. Ce sont les liens sociaux. C'est, si vous voulez, la solidité de ce qui tisse des liens entre nous et qui nous permet de nous rapporter les uns aux autres, de nous entraider, pour reprendre ce beau mot de la Fédération d'entraide protestante. Il y a d'abord le capital social que Putnam appelle bonding, qui réunit des gens qui se ressemblent, qui se retrouvent entre eux, entre elles.
et qui, au fond, peut entretenir des réflexes communautaires, nous contre eux, nous devons nous protéger, nous sommes trahis par les élites, nous sommes abandonnés dans nos territoires. En France, vous parlez parfois de cette diagonale du centre. Mais il y a un autre capital social. C'est le capital social bridging, qui lui réunit des gens qui n'ont pas de raison a priori de se connaître, mais qui co-construisent. J'aime beaucoup le mot de co-construire, qui est parmi les missions que la Fédération d'entraide protestante se donne. Des gens qui, a priori, n'ont pas de raison de se connaître, de se côtoyer, de s'apprécier, mais qui vont ensemble chercher à inventer des solutions en faisant des ponts entre des communautés. On crée des liens sociaux, c'est plus difficile à faire, mais entre des gens qui appartiennent à des communautés différentes. Et ce n'est peut-être pas un hasard si dans notre société devenue plus clivante, plus polarisée, où les gens sont plus isolés les uns des autres que jamais, où le lien social s'affaisse, on voit ressurgir un intérêt pour les communs. Les communs, c'est quoi? C'est au fond toutes les initiatives portées par des hommes et des femmes ordinaires, qui ne sont ni soumises à la loi du marché, du profit maximum et de la privatisation, ni à la prise en main par l'État, sa bureaucratie, son administration. C'est un entre-deux, entre le marché et l'État, on a les communs qui répondent à une logique non marchande, qui refusent le diktat du profit maximum, mais où les gens cherchent à trouver leurs solutions dans des domaines comme le logement, l'alimentation, la santé, l'économie circulaire, par exemple. Et beaucoup d'initiatives de la Fédération d'entraide protestante peuvent être en fait définies par les sociologues comme relevant de cette montée en puissance des communs, où on n'attend pas de l'État qu'il donne des ordres, mais on refuse que le marché, des acteurs visant à maximiser le profit pour les actionnaires, prennent le relais. Donc on invente ses propres solutions, on essaye de travailler à co-construire des solutions dans ces différents domaines. C'est cela qu'avec mon co-auteur Tom de Der Waarderer, nous avons tenté de développer dans un livre qui s'appelle « Pour un État partenaire », sous-titre « L'innovation citoyenne au cœur de la transformation sociale et écologique ». C'est pas très modeste, mais l'idée était de dire que ces initiatives locales, ces réseaux d'entraide, ces communs qu'on cherche à reconstituer, peuvent être soutenus par un État, mais un État différent, un État modeste, un État qui ne dirige pas tout, un État qui n'adopte pas des plans quinquennaux en fixant des quotas de production, mais un État qui soutient, qui éventuellement subsidie, qui crée des cadres juridiques permettant aux non-marchands de s'épanouir, qui soutient notamment tout le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et ce n'est pas un État qui se retire de ce que les citoyens font. C'est ça qui est important dans la notion d'État partenaire. Quand la campagne électorale au Royaume-Uni de 2011 s'est développée, on avait un parti conservateur qui faisait campagne sur le thème Big Society, not Big Government. Et cette campagne consistait à dire, au fond, le parti conservateur ne veut pas tout contrôler, ne veut pas tout régenter, on va laisser les communautés prendre en charge leurs problèmes, créer de l'emploi, trouver des logements, fournir de l'aide alimentaire, etc. L'État peut se retirer. C'est au fond un État néolibéral qui se retire sous prétexte que les communautés se prennent en charge et développent des initiatives fondées sur l'idée des communs. Et ce n'est pas de cela dont il s'agit. L'État partenaire, au contraire, est en soutien, il ne se retire pas, il ne prend pas prétexte de l'énergie de la société civile pour se défausser sur ces sociétés civiles de ses fonctions. Il s'agit, en d'autres mots, pour lutter pour la démocratie, pour éviter le sentiment de désaffiliation, pour éviter que s'installe ce discours qui considère que les élites politiques ne représentent plus la population et que seuls les partis hors système méritent notre vote. Il s'agit non pas seulement de démocratiser l'État, mais de démocratiser la société. Il s'agit au fond de construire dans les domaines de l'aide alimentaire, du logement, de la santé, de l'enseignement,
des solutions qui reposent sur la prise en charge par les hommes et les femmes ordinaires, les parents d'élèves, les voisins, de solutions dont ils sont les co-auteurs et qui permettent de construire des ponts entre les communautés. C'est cela à quoi je fais référence quand je parle de démocratiser la société et pas seulement l'État. C'est à cela que je fais référence en évoquant la nécessité de reconstituer des communs dans notre société polarisée. Alors je termine par une dernière slide qui est une slide prise à Paris dans un grand congrès sur la transition écologique qui s'appelle Change Now. Et celles et ceux d'entre vous qui suivez un peu les débats sur la transition écologique, vous connaissez peut-être ces personnes. Il y a l'économiste Kate Raworth de l'université d'Oxford ici, qui a rendu célèbre cette économie du donut, vous avez peut-être entendu parler. Et puis il y a à droite mon très cher ami Rob Hopkins, qui a lancé il y a des années les villes en transition, aujourd'hui le réseau transition, à partir du village de Totnes, dans le sud-est de l'Angleterre. Et vous voyez que Rob Hopkins, il a cette tenue de cosmonaute. En fait, c'est la tenue c'est la salopette ou la combinaison d'un voyageur dans le temps. Il a une machine qui permet d'aller dans le futur, de revenir ensuite au temps présent. C'est ainsi qu'il présente maintenant sa vision utopique pour l'avenir. Et l'idée de revêtir cette combinaison de voyageurs dans le temps est venue à Rob Hopkins un jour où, dans une manifestation, il a vu ce t-shirt porté par une jeune femme qui disait « J'étais dans l'avenir, I was in the future », sous-titre « We have won », nous avons gagné. Je vous remercie de faire ce que vous faites.